que l'essentiel, c'est que j'aimerais vous montrer que cet homme du XVIe siècle, je ne vais pas vous raconter sa vie, parce que ce n'est pas le plus important, mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est que cet homme du XVIe siècle mérite aujourd'hui d'être connu, qu'il a apporté quelque chose. Alors bien sûr, on va me dire, ah oui, c'est la dissection. C'est vrai, c'est l'observation, mais ce n'est pas que la dissection. Il y a surtout une méthode, un raisonnement et une façon d'envisager le corps humain qui a fait que depuis lors, peut-être plus en dehors de la France qu'en France d'ailleurs, on a reconnu qu'il y avait eu un changement de paradigme, un changement d'appréhension du corps et un changement de méthode surtout. Alors, bien ce en quoi il a été nouveau, parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui paraissent élémentaires. Il faut peut-être très rapidement nous souvenir de ce qu'était l'enseignement de la médecine au Moyen-Âge et au début des temps modernes. C'était un enseignement théorique essentiellement. Je dis bien dans la tradition galénique, ce qui ne veut pas dire que ce soit nécessairement galien, mais on parlait de Galien, on se disait dans la tradition de Galien. Qu'étudiait-on? La nature de l'homme, son tempérament, ses maladies. On recherchait les causes de la maladie, et là je cite un traité de Galien qui est très important, qui était le De Locis Affectis, et les traitements. Voilà en gros ce qui est constitué à la base de l'enseignement, avec comme autorité les traductions latines et arabo-latines de Galien, notamment Gérard de Crémone, Hippocrate, mais Hippocrate vu à travers Galien. Les premières éditions en grec en 1525 n'étaient pas enseignées à l'université. On travaillait surtout sur Mondino dei Luzi, dont on va reparler, Anatomia, Avicenne, Al-Razis. Comment cet enseignement était-il prévu? Par des lectures, des commentaires, des résumés, des paraphrases. Quelques rares dissections à partir du XIVe siècle, mais qui n'étaient pas jugées indispensables puisqu'elles ne faisaient qu'illustrer un cours. Quelle place la dissection occupait-elle? Je pense que maintenant tout le monde sait que l'attitude de l'Église était une attitude ouverte à partir du moment où il y avait un enseignement public universitaire. D'ailleurs, Vézal dira que quand il y avait une dissection publique, les représentants de l'Église étaient toujours présents. Et, outre les autopsies légales pour connaître les causes de la mort, demandées donc par la famille ou par les autorités civiles et religieuses, on acceptait la démonstration anatomique dans le cadre de l'enseignement. On a quelques statuts universitaires, je vous donne 2-3 exemples. Montpellier, une dissection publique tous les 2 ans. Je vais tout à l'heure distinguer dissection publique, où on n'apprend rien, mais où on montre, comme le nom l'indique, et dissection pendant un cours, à destination des étudiants. À Bologne, dissection publique attestée également au XIVe siècle. Les statuts ne datent que de 1442. Il prévoit un cadavre masculin et un cadavre féminin par an, à des fins d'enseignement. Pour les dissections publiques, les corps devaient être ceux de criminels condamnés à mort, de basse extraction, ceci pour éviter que la famille ne les réclame, et si possible, étrangers à la ville. À Padoue, nous avons des statuts en 1469, même si les dissections étaient attestées auparavant. Alors, pourquoi ces démonstrations anatomiques publiques étaient-elles si rares? D'une part, parce qu'elles dépendent énormément de circonstances extérieures. C'est-à-dire qu'il faut les faire en hiver, pour la conservation minimale des corps. Il faut les faire les unes après les autres, parce qu'on n'a pas... on avait des séquences de dissection sur 8-15 jours. Et surtout, il y avait un système hiérarchisé très complexe de savoir et de statut professionnel.
L'avantage, c'est que ces dissections publiques attiraient un public très nombreux, pas spécialement universitaire, ni un public de médecins, et qu'elles attiraient aussi, elles faisaient aussi la joie des cabaretiers et d'autres commerces de bouche et de vin des villes qui organisaient des dissections. Alors, le sens des dissections. Officiellement, il faut procéder par, à la fois, selon des critères matériels, c'est-à-dire en fonction de la putréfaction plus ou moins rapide d'une partie du corps, mais aussi en fonction des paradigmes philosophiques. On commençait toujours par le ventre inférieur, c'est-à-dire la cavité abdominale, et à la fois les organes se putréfient rapidement, et c'était la région la inférieure, donc la moins noble par rapport à la création divine, puis la cavité thoracique, enfin la cavité crânienne, ventre ici au sens de cavité ventriculus en latin, et les membres. C'est un ordre parmi d'autres, je vais y revenir. Alors, à Bologne, du 13 au 28 janvier, il y a donc une séance de dissection qui est prévue. Un professeur, Curtius, qui lit un commentaire de Mondino, donc tout à fait traditionnel, un démonstrateur, Andreas Vesalius, qui était alors explicateur chirurgiae à Padoue, donc on le fait venir à Bologne, un lieu qui est la salle des recteurs, 4 étages de gradins en hémicycle, 200 personnes, 2 ou 3 lectures par jour, 2 ou 3 démonstrations par jour. En 15 jours, ils ont disséqué 3 hommes et 6 chiens. Alors, dès la première séance, on assiste à une passe d'armes entre Corti, donc le professeur, et ce jeune anatomiste de 25 ans, mais qui est déjà réputé, qui est célèbre pour son habileté manuelle. Parce que Vesal ne se contente pas de montrer, comme c'est son rôle, les organes que le professeur a décrits, mais il commente lui-même un livre qu'il n'a pas lu, qui sont les procédures anatomiques de Galien, donc un retour à l'Antiquité, un retour, je dirais, au vrai texte, parce qu'il ne faut pas oublier que Vesal, c'est au départ cela, retourner au vrai texte de Galien, et non pas à la tradition galénique. Et en même temps, donc il lit, il commente et il montre ce qu'il a sous les yeux. Par exemple, je vous donnerai 2 petits exemples. Le matin du 18 janvier, lors de la 6e séance, il est chargé de montrer les muscles des épaules, de la nuque et du haut du bras sur un cadavre. Mais avant de commencer à montrer ce que le barbier doit disséquer, il va montrer l'insertion des muscles sur un squelette qu'il a amené et sur des figures qu'il dessine lui-même avec un morceau de charbon sur la table. Bon. Il déplore alors ouvertement que les médecins, comme les artistes, c'est important ceci, contemporains, sont totalement incapables de bien dessiner de tels muscles et que, dans conséquence, il n'y a qu'une chose à faire, ou bien disséquer, ce qu'il va faire, ou retourner aux proportions des statues antiques. Et je vous demande de garder en tête quelque part ce retour aux statues antiques. Alors, à la 22e démonstration, il y a vraiment une discussion entre les 2 hommes, une discussion assez âpre d'ailleurs. Elle a commencé au cours de la leçon où Corti parlait de la saignée. Où faut-il saigner quand il y a inflammation de la plèvre? Bon, la dispute se poursuit devant le corps, donc lorsque Vesal doit le montrer. Et Corti pose une question très ironique. Savez-vous mieux interpréter Hippocrate que Galien? Réaction de Vesal. Mais peu importe quel est le côté qu'il faut saigner, puisque ce côté-là n'est nourri que par la veine azygos. Donc c'est par là qu'il faut saigner. Corti, je ne suis pas anatomiste, mais il peut bien y avoir encore d'autres veines qui nourrissent les côtes et les muscles. Où? Je vous le demande, dit Vesal.
c'est montrer les voies. Curtius dit, voulez-vous nier les voies de la nature? Oh, dit Vézal, vous voulez parler de choses non apparentes et cachées. Nous parlons de ce qui est visible. Alors, je n'ai pas inventé le dialogue, bien entendu. Ce sont des notes prises par un étudiant allemand, Esler, qui note tout. C'est un livre absolument extraordinaire, en latin, mais il a été traduit en anglais. Il note vraiment les disputes, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Par exemple, pour mesurer les intestins, Vézal a trouvé le moyen. Il les étire le long des bancs. Donc chacun peut mesurer ainsi la longueur d'un intestin grêle selon la longueur du banc. Donc et il est vraiment passionné, d'où cette expression qui n'est pas de moi, ad anatomène, quand le Bedeau vient dire au cours, voilà, c'est la séance d'anatomie est prête, Esler raconte que tous les étudiants se lèvent et disent ad anatomène, on va aller voir enfin ce qui se passe pour de bon. Donc la conclusion pour Vézal, c'est il faut ouvrir pour d'abord voir et puis pour apprendre. Et puis Esler conclut d'ailleurs, c'est vrai, ils n'arrêtaient pas de se chicaner avec moult invectives et disputes, et cependant, ils ne concluaient rien. Alors, donc voici donc la descriptif rapide de la dissection faite par Esler. Le table, 4 rangs de sièges en gradin, et on payait pour assister à la dissection. Je laisse lire, je n'ai pas la peine de... Alors, ouvrir le corps humain, ça veut donc dire, c'est une situation traditionnelle qu'on retrouve un peu dans toutes les gravures. Là, ce sont 3 éditions différentes du fameux Fasciculus Medicanae de Jean de Quétame, qui comprend d'ailleurs également le texte de Mondino. Vous avez le professeur en chaire qui lit, le démonstrateur, donc c'est le rôle que Vézal occupe à Bologne, qui doit montrer, et le barbier qui coupe. Ce qui a suscité l'ironie de Vézal dans la préface. Les professeurs du haut de leur chaire, avec une rare suffisance, croassent comme des corneilles et parlent de choses dont ils ne se sont jamais approchés, mais qu'ils récitent par cœur d'après les livres écrits par d'autres. Les autres, c'est-à-dire les démonstrateurs, sont aussi ignorants des langues qu'ils ne peuvent ni expliquer aux spectateurs les parties qu'ils ont disséquées, ni couper proprement ce qui doit être montré, selon les indications du médecin physicien ici au sens de qui connaît la physis, la nature de l'homme, qui, puisqu'il n'a jamais mis la main à une dissection, mène sa barque avec superbe à partir d'un commentaire. Et c'est ainsi que tout est enseigné de travers dans les écoles et que des jours entiers passent en discussions ridicules. C'est dans la préface à Charles Quint. Le texte continue d'ailleurs en disant que, au fond, un étudiant en médecine en apprendrait beaucoup plus en allant voir un boucher sur un marché. Et j'ai longtemps cru, comme beaucoup d'autres, que c'était ironique. Je suis beaucoup moins certaine aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'animal est souvent cité par Vézal en tant que suppléant, je dirais, au corps quand il n'y en a pas. Et la structure anatomique grossière est souvent transférée de l'animal à l'homme. Donc il est très probable que Vézal ait eu raison en disant, après tout, un boucher connaît mieux l'anatomie que celui qui enseigne du haut de sa chaire. Je me suis cité que 50 ans plus tard, Ambroise Paré reprend la formule en disant « Je crois aussi, mon petit maître, que vous ne savez autre chose que caqueter en une chaire. » Donc lui, il est du côté de la chirurgien et il s'adresse toujours au professeur en chaire. Le livre
Donc si on passe maintenant de la dissection en vrai au livre d'anatomie, ce livre est particulier parce qu'il n'a pas ou très peu d'applications cliniques. Il n'a pas de but thérapeutique. Et il se présente comme une description d'un corps-objet ou d'un objet qui est le corps, vous pouvez choisir. Il se présente comme un substitut de la leçon d'anatomie. Je voudrais que vous soyez attentifs au fait que c'est du moins ce qui se dit. C'est du moins ce que l'on annonce dans les titres. Mais dans la mesure où le livre existe, c'est à nous maintenant, lecteurs, de vérifier comment et par quels moyens, par quel procédé l'auteur réalise ce but. C'est-à-dire, est-ce que vraiment le livre peut remplacer la leçon des dissections? Tous les anatomistes du XVIe siècle ont des formules. Le vrai artifice de la nature, le vrai art de la nature, qui est en soi d'ailleurs un oxymoron, pour Charles Estienne, ou pour Valverde, des images vives, donc vivantes et naturelles. Une image vivante, là encore, oxymoron, les deux s'opposent. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que la méthode que Vézal à la fois définit et met en place constitue une véritable nouveauté dans l'enseignement de l'anatomie et que ça modifie à la fois le regard sur le livre et même sur le corps et même la conception du livre. Alors ce n'est pas le premier livre en latin, ni le premier livre en anatomie, il y en a un qui est vraiment, il faut absolument qu'on puisse le lire bientôt. Il est d'ailleurs signalé par la petite main qu'on retrouve dans tous les manuscrits médiévaux. Donc c'est l'Anatomia de Ricardus Antiquus, c'est l'auteur du texte critique dans la salle. Et à côté, j'ai quand même indiqué, en cherchant bien, vous risquez de retrouver dans le Numerabilis, Medica, Bibliothèque numérique, c'est d'ailleurs plus ça qu'on a retrouvé tout à l'heure. Il faut passer par les mélanges. Vous retrouvez peut-être le Vézal de la fabrique de Stéphane Delis et de moi. Donc on en reparlera. Bon, le voilà en tout cas, sous ces trois formes. À gauche, l'épitomée pour les étudiants, qui est le plus grand format, très fin, que nous avons traduit, édité et publié avec Stéphane Delis également aux Belles Lettres. Au milieu, l'édition de 1543. Et à droite, l'édition de 1555. Alors, comment vous expliquer, et vous allez voir tout de suite qu'il y a un problème d'ordre dans cette fabrique qui semble à première vue simple. Vous avez quatre livres qui suivent un système de présentation du corps, et trois autres qui suivent apparemment un autre système. L'ensemble fait plus de 2 millions de signes. Les os et les cartilages sont finalement ce qu'on l'on découvre en tout dernier dans une dissection. Et à la limite, on n'a pas besoin de disséquer devant des étudiants pour les trouver. On la trouve dans les cimetières, surtout à l'époque. D'ailleurs, le livre 1 n'a pas de méthode de dissection. À la fin du livre 1, Vézal vous dit comment remonter un squelette à partir d'os trouvés ou qu'il a même préparé à cette fin. Le livre 2, 3 et 4 sont des livres qui suivent la méthode de Galien. Galien avait écrit sur les muscles, sur les veines, sur les nerfs. Ce sont des livres ces trois livres, vous ne pouvez pas imaginer voir dans son intégralité le système nerveux central ou périphérique, ni même les veines et les artères. Ce sont des schémas. Donc ce sont des reconstitutions à partir de plusieurs dissections, et on lit en fait un schéma du corps.
isolé de la chair. Les trois autres, digestion, respiration et encéphale, sont plutôt des livres qui suivent le sens de la dissection. Donc le système digestif, le système cœur-poumon et l'encéphale. Ça paraît assez simple et en même temps on a déjà un mélange de deux systèmes dans le livre, dans l'ensemble. Je reviens sur le deuxième livre, qui est le plus long. C'est le plus complexe. Il est long de 188 pages. Il comporte 14 planches légendées, pleines pages, suivies d'un texte descriptif réparti en 62 chapitres, de longueur très inégale. C'est le plus somptueux, c'est celui qu'on connaît le mieux, ce sont les écorchés de Vézal. On peut être d'autant plus étonné d'y trouver de très nombreuses coquilles. C'est le livre qui comporte à la fois le plus de coquilles typographiques dans l'ensemble, des erreurs de pagination, y compris les énormes erreurs de plus de 100 pages, la page 312 étant paginée 212 fois, qui continue pendant une centaine de pages. Et dans ces 100 pages-là, le texte est d'une présentation typographique moins soignée, avec des blancs, des erreurs très très nombreuses, un nombre très élevé d'abréviations, mais surtout, ce livre 2 est adressé aussi bien aux médecins qu'aux artistes. Il y a 2 courts chapitres consacrés à la description de la peau et au protocole de dissection. Il y a une nouvelle introduction qui annonce le plan général de ce livre. Et sa caractéristique consiste que dans les muscles sont analysés par série, donc les muscles du bras, les muscles de l'avant-bras, et à la fin de chaque série, nous avons un protocole de dissection pour la série. Ce qui complique parfois la lecture, parce que Vézal de temps en temps explique qu'il faut retourner en arrière, parce que pour voir tel muscle, il a fallu retourner le cadavre. Il n'a pas pu le faire, il pourrait le faire sur place, mais il ne peut pas le faire linéairement, je dirais, dans le livre. Donc c'est un livre qui est finalement excessivement complexe, alors qu'il semble tellement limpide au départ, des muscles, de la peau aux muscles profonds. On avait l'impression qu'on pouvait très facilement suivre Vézal. Nous avons eu beaucoup de mal de temps en temps avec Stéphane de lui dire ben non, là il faut retourner en arrière parce qu'il n'a pas vu ce muscle-là, parce qu'il fallait retourner le cadavre, et il explique que c'est difficile. Autre livre difficile, le livre 5, les organes de la digestion et de la génération. Il commence par un schéma général, celui de la digestion, donc schéma galénique habituel, auquel il superpose une description anatomique précise et qui suit toujours le même ordre. La position de l'organe, la forme, la substance, les dimensions, les vaisseaux et les nerfs, avant d'analyser ou de discuter les fonctions. Alors cette présentation a des avantages, puisque nous avons un plan qui se met en place, des désavantages aussi, puisqu'elle reprend partiellement des éléments qui ont déjà été décrits dans les livres 3 et 4. C'est bien ce que Vézal dit lui-même. Ces livres seront utiles à ceux qui n'ont pas l'occasion d'examiner un corps réel, car ils fournissent suffisamment de précision sur le nombre, la place, la forme, la matière, la connexion, son utilité et sa fonction. Voilà l'ordre que vous retrouvez pour chacun des membres en général. Que j'ai l'habitude de scruter, donc on part bien de l'observation dans le cadavre, et donne également des informations sur la technique de dissection, sur la procédure, et contiennent enfin les images de toutes les parties du corps. Donc, si j'essaye de résumer cette première approche,
nous pouvons dire que le livre 1 sert à connaître et à reconnaître. Le livre 2 va jouer sur le protocole de dissection et sur la représentation visuelle, imagée. 3 et 4, je l'avais dit, c'est déjà la reconstruction. Le livre 5, je vais vous lire, montre le protocole in fine, comme le livre 6, et le livre 7 se termine par un essai de vivisection. Comment disséquer? On commence par montrer les instruments. Ce n'est rien d'original. Nous avons déjà dans les livres de chirurgie des planches d'instruments. Vézal les reprend, d'ailleurs on les a publiés, on en avait fait un article il y avait quelques années dans les carnets d'histoire de la médecine. Quels sont ces instruments? On a toute une série. Il y en a deux sortes. Il y a avant tout les instruments que l'on peut se procurer pour pratiquer une dissection. Ce sont des instruments faciles à trouver, notamment des scalpels. Des scalpels de toute nature, certains tranchants, d'autres émoussés. Ceux-là, vous en aurez toujours plus que d'habitude, il dit, parce que vous les trouvez chez les barbiers. Il faut choisir des rasoirs petits, légers. Il faut en acheter beaucoup, parce qu'ils s'usent vite, ou bien en demander au barbier. Et parce que le fil s'émousse rapidement. Vous avez intérêt, alors voici le genre de détail qu'on ne s'invente pas. Vous aurez intérêt à ôter la butée en fer qui empêche la lame d'aller au-delà de l'axe du manche. Et faire cela surtout quand vous ne trouverez pas de rasoir courbe, comme ceux qu'on utilise par les barbiers dans notre pays, donc en Belgique, et en France. En Italie, on utilise des rasoirs grossiers, avec de grandes poignées ou des manches droits, ce qui constitue très souvent un inconvénient dans les incisions obliques et empêche la main de fléchir librement. Il y en a une dizaine de pages pour chacun des instruments. Il vous expliquera quel est le meilleur fil, quel est le type d'instrument à ne pas utiliser si on ne veut pas rater la dissection. Par exemple, les crochets. On utilise les crochets pour soulever et écarter les chairs. Comment faire des crochets? Utilisez une fourchette de cuisine. Je vous rappelle que la fourchette à l'époque a 2 dents. C'est important, pas 3. Vous pourrez fabriquer des crochets à ceux que j'ai placés au début de ce chapitre. Donc prenez une fourchette, usez à la lime les 2 dents, courbez légèrement les 2 pointes et vous aurez autant de crochets que vous voulez. Bien qu'il soit parfois plus utile de mettre les crochets de côté et de se servir de ses doigts pour soulever certains aspects du corps, tant que l'ombre de la main gauche ne risque pas de brouiller l'incision. Bon, je pense que là, on est dans vraiment un manuel de dissection. D'ailleurs, Stéphane Velut avait refait une dissection à un moment selon les directives de Vézal, et c'est vrai que tout est vraiment minuté, je dirais, vérifié. Alors, parmi les autres instruments, je pourrais choisir les siphons, les aiguilles, le fil. Et un chapitre va se terminer par une série d'instruments, je dirais, occasionnels, des scies et des pinces. Mais toujours fonctionnels. La scie est fonctionnelle dans la fabrica pour scier le pourtour du crâne, ou bien un os naviculaire, et le stylet est utilisé pour explorer les foramènes. Donc, ce qui me semble important, c'est que pour la première fois, on a un état comparatif des formes et des matières, des instruments à utiliser. Ce chapitre des instruments est totalement mis à une autre place dans l'édition de 1555. Il semblerait donc qu'en 1943, ce soit un chapitre de dernière
minute que Vézal ait inséré entre deux chapitres où il n'a rien à faire, l'incision de la peau générale et la peau du front, et parce qu'il fallait mettre les instruments quelque part. Ce sont d'ailleurs des instruments que l'on peut se procurer, alors que dans l'édition de 55, ce chapitre des instruments vient très logiquement à la fin du livre 1, donc à la fin du livre des os, et ce sont des instruments que l'anatomiste doit se procurer. Vous voyez la nuance entre 43 posthumes par Harry peuvent être à la disposition, et en 55, voilà ce qu'il faut utiliser quand on est anatomiste. Et je pense que dans cette laps de temps, la figure de l'anatomiste en tant que professeur, en tant que modèle, s'est imposée par rapport au livre qui auparavant était le modèle. Donc il a fallu ces 12 ans pour asseoir une figure moderne, une autorité nouvelle. Dans le livre 6, il commence par expliquer sa méthode lorsqu'il fait un cours. Collecter les os. Donc vous voyez bien que les os, ce n'est pas la dissection qui les amènera. Des os de singes, de chiens, des animaux. Commencer par lire les os pour les apprentis de Galien. Vérifier sur place les muscles et les ligaments. Je montre dans les étudiants dans une première leçon, les passages où Galien a décrit les muscles, que je leur montrerai dans la leçon suivante. Quand je pensais que lire les passages de Galien allait prendre trop de temps, je résumais toujours son opinion. Là, je ne suis pas certaine que le texte de Galien ait toujours été impeccablement résumé. Enfin, il le résume. Je disséquais un homme et un chien, ainsi qu'un singe, en montrant chacun des muscles comme je l'avais décrit. Enfin, le dernier chapitre du livre 5, j'aimerais organiser ce chapitre-ci comme le dernier chapitre du livre 6 et du 7e, de telle façon que chacun de ces chapitres donnerait la procédure pour disséquer les organes. Et la phrase suivante est très importante. Aussi bien pour celui qui voudrait les examiner dans un seul corps que pour celui qui voudrait les démontrer dans plusieurs corps. Et constamment revient l'idée qu'il y a une pénurie de corps. Il y a un souci d'économiser le corps qui revient fréquemment. Gardez ceci pour si vous en avez besoin pour après. Ne coupez pas de telle façon pour que cette partie-là puisse servir ensuite. Et dans le choix des corps, c'est aussi un problème, on verra comment parler des différents corps particuliers. On verra quelques exemples qu'il reçoit, qu'il décrit, pour arriver à une science du corps général. Bon, par où commencer quand il faut tout démontrer dans un seul corps? Là encore, il a prévu. Si vous le désirez, vous pouvez dire quelques mots en introduction au sujet de la dignité et de l'utilité de la connaissance de la fabrique du corps humain. C'est ce que j'appellerais le cours théorique, mais en quelques mots, en ayant avec vous un squelette déjà préparé. Donc même l'aspect théorique va ici s'appuyer sur un modèle pratique qu'il amène avec lui. Nous sommes en 1943. Beaucoup d'académies, beaucoup d'universités ont commencé à prôner les dissections, et donc on en trouve facilement un ou deux dans toutes les académies. Ensuite, un seul exemple de précision dans ce que j'appelle moi le manuel de dissection, donc incision dans l'abdomen, en coupant la peau jusqu'à la graisse par une incision verticale puis transversale, pour former ainsi un ou plusieurs angles, en appliquant le rasoir sans geste brusque afin d'inciser seulement la peau,
et ensuite vous habituer à faire ces incisions avec aisance. Là encore, une belle dissection est quelque chose qui se fait aisément pour persuader les étudiants de ce qu'ils vont voir. Séparer cette graisse, la membrane charnue, de la membrane charnue, de la même manière que vous avez détaché la peau de la graisse. Vous ne réussirez jamais à faire cela correctement sans un rasoir très effilé, donc on retrouve toujours ce besoin d'instruments corrects. Mais si vous avez obtenu un corps émacié, et on va voir qu'il y en a beaucoup, vous pouvez laisser la graisse adhérente à la membrane charnue, puisque la graisse n'est pas épaisse, elle n'empêche nullement de voir la nature de la membrane. Alors, le cas des muscles. Dans quel ordre disséquer? De la peau aux muscles profonds, en vue ventrale, puis en vue dorsale. Et encore une fois, toujours l'explication, puisque les muscles ne pouvaient pas être disséqués tant que ceux du bras sont intacts, et tant que ceux-là n'ont pas été élevés, il est impossible de disséquer ceux de la tête et du rachis. J'ai considéré que je ferais un meilleur travail de dissection si je commençais par les muscles des bras. Mais moi, je vous donne quelques exemples, mais je peux dire que pratiquement tous les 3-4 pages, on a cette intervention de l'auteur dans le texte pour expliquer quelle est la meilleure façon. Alors, si nous passons maintenant à la science générale, il va donc distinguer des dissections publiques, ce qu'il appelle un corps équilibré, un corps moyen. C'est-à-dire, je pense ici que nous sommes, il faut bien vous rappeler que vous êtes à la Renaissance, et que l'idée de corps moyen, c'est ce qui n'est ni en trop, ni trop peu. Montaigne dira par exemple, je suis d'une stature moyenne. C'est l'homme général, en général. Ce n'est pas un individu que l'on dissèque, il faut à présent enseigner aux étudiants un homme général, comme une statue de Polyclète, et retenez bien tout ça. Dissection privée, au contraire, il faut avoir le maximum de corps, de façon à bien voir, à comprendre leur variété et la vraie nature d'un grand nombre de maladies. Il dira même que dans une dissection publique, quand il voit ce qu'on appellera depuis le double, une variation anatomique, il ne la signale pas. De peur que l'étudiant parte sur des choses qui sont évidemment très rares, alors qu'il doit auparavant apprendre le corps de manière générale. Et ça, c'est vraiment un récurrent dans l'ensemble de son œuvre. Alors, un exemple, le muscle. Comment décrire un muscle parfait? C'est facile pour lui. Il a une origine pointue, qui est appelée son début, ou sa tête, une partie charnue qui est son corps, ou son ventre, une terminaison plus ou moins allongée en forme de queue, le tout formant l'image d'une souris. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai mis, Mus, ça se dit Mus en flamand. Donc c'est dans le texte. Bon. Alors, si on veut renforcer l'analogie avec les verbes qu'il utilise, on voit qu'un muscle monte, il se dirige en avant, il descend, il sort. Donc on est obligé, en traduisant, enfin en lisant et puis en traduisant, de rester très attentif aux positions de référence à tel ou tel moment de la dissection. Que le changement, je dirais, le sens du muscle peut changer en fonction de la position de référence. Mais surtout, les formes des muscles varient en dimension et en volume. Un muscle peut être long, court, large, fin, tout cela en même temps. Mais il est inscrit le plus souvent dans une forme géométrique. Et ça encore, c'est quelque chose d'important pour Vézal, c'est de pouvoir mathématiser, je ne sais pas trop le verbe qui conviendrait là, mais de donner au corps humain une possibilité d'être inscrit dans une forme géométrique, donc que l'on peut appréhender par l'esprit.
quand je vois un rectangle, on n'a pas besoin de dessiner le rectangle pour que tout le monde voit un rectangle peut-être différent, mais en tout cas la même forme. Alors il existe bien sûr des formes particulières de muscles. Le diaphragme, et là encore il y a ce jeu permanent entre cette volonté d'être général et scientifique, et en même temps les images qui n'arrêtent pas de faire jaillir. Vous n'avez peut-être pas encore pensé à comparer le diaphragme à une raie, mais à lui. Il la montre à côté. Ou alors le deuxième muscle moteur de la scapula lui fait penser aux franciscains jacobins et bénédictins qui ont emprunté la forme de leur capuchon à la forme de ses muscles. Voilà. Et puis, éviter de lancer des piques contre les moines, en dehors de ce que permet la doctrine religieuse. Bon, ça fait partie d'un jeu de rhétorique, ça ne va pas très loin. Ça ne vous apprend pas grand-chose si vous ne savez pas au départ quelle est la forme du capuchon. Mais à l'époque, tout le monde le savait. Mais c'est une manière de plaisanter, puis en même temps de faire passer visuellement cette forme. Si on veut en même temps décrire un corps général, il faut aussi uniformiser les dénominations. Par exemple, pour le péritoine, il donne le nom latin, il explique les noms grecs d'après la substance, d'après la fonction. Il donne également des équivalents en arabe, ce qui montre bien qu'encore dans l'enseignement pratique, l'enseignement d'Avicenne et d'Al-Razis, les mots étaient utilisés pour les chirurgiens. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et puis d'autres encore, on en a une myriade, dit-il, d'autres de ce genre. Ce qui est important, c'est peut-être la suite. Les noms appliqués aux parties superficielles sont aussi presque toujours appliqués aux os. Et j'ai quelquefois dessiné sur la peau des cadavres l'emplacement exact des os. Et j'ai montré comment le même nom convient pour l'os et pour la partie qu'il occupe. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les procédés de rhétorique. Jusqu'à quelle heure? 15h15? J'ai calculé ou pas? 15h? Oui, je vais finir. Bon, quelques procédés rhétoriques auxquels on est habitué. Quand il commence par dire « je ne vais pas discuter, je ne vais pas entrer en discussion », on sait qu'il y a 3 pages. Bon. Des anecdotes personnelles ou historiques, des digressions, des indignations, vraies ou fausses, des images lexicales, par exemple l'arrêt, mais surtout des illustrations. Alors, je vous laisse passer le rusé espagnol, vous découvrirez par vous-même comment cet espagnol a volé la courtisane et a mangé les perles de son collier. Pour la voler, il a tout avalé, et comment Vézal les a retrouvés, vous devinerez. Bon. Aussi, des expressions très ironiques, ceux qui braillent et qui susurrent. Très bien les raboulae et les susurrones, donc, mais qui, devant un corps exposé, se taisent, comme si on leur avait coupé la langue. Ça aussi, il y en a beaucoup d'une manière de mettre en fait le lecteur de son côté. Un exemple plus sérieux, l'exemple de Rete Mirabile, fameuse structure animale que Galien avait dit qu'elle existait chez l'homme. Vézal ne l'a pas trouvée. Donc il la dessine d'une part. Il la dessine, donc vous dites, bah oui, elle existe puisqu'il la dessine. Mais quand vous lisez la légende, vous lisez, voilà ce qu'elle serait, tel que cela correspondrait aux descriptions de Galien. Donc ce n'est pas une vraie représentation. Et l'image peut être subversive. Ça, c'est aussi très important. Ce n'est pas simplement une redondance. Et aussi, tout le monde connaît le plexus rétabili, le rete mirabili, le nom est connu.
Et lui, jeune anatomiste, devant un parterre très important de gens qui connaissent le nom et qui n'arrivaient pas à le voir, c'est quand même gênant. Surtout qu'il est assez orgueilleux quand même, il a un certain ego. Donc il a amené avec lui une tête d'animal et il montrait le rétébérabilis dans la tête animale. Mais ce texte montre qu'il voulait donner le change très désagréable d'être pris en flagrant délit de non-connaissance. Là encore, toujours c'est la même chose. J'étais respectueux de Galien, c'est un peu ironique d'ailleurs. Donc j'ai dessiné un os de chien dont les hommes sont dépourvus, mais qui est considéré par Galien comme le troisième muscle moteur du thorax. Et cela va nous habituer, en ce sens que c'est nouveau, à faire un aller-retour permanent entre l'image et le texte. On ne peut pas isoler le texte et se dire, bon, l'image est une illustration. On ne peut pas se contenter de lire l'image, puisque le texte n'est pas nécessairement la description de l'image. Et c'est toujours, je ne voudrais pas qu'on me fasse confiance après un livre, donc de vous-même, il faut regarder. Je pense donc pouvoir terminer en disant que le texte et l'image construisent le savoir dans la fabrique. Et là, pas le temps aujourd'hui, mais il faudrait presque reprendre pour les images tous les éléments, la type d'image, l'emplacement dans le livre, la disposition par rapport, la représentation des muscles. Par exemple, pourquoi Vézal refuse de montrer un muscle isolé, mais ne le montre que dans le corps complet? Parce que vous avez le mouvement, parce qu'un artiste a besoin de savoir si le muscle est plat, ou s'il est rétracté, s'il est allongé, et ça, il ne peut pas le montrer simplement sur l'image. Il faut décrire l'image. Et expliquer pourquoi. Pour un lecteur qui, à l'époque de Vézal, n'est pas habitué à la perspective, pourquoi le bras gauche est plus court que le bras droit, alors que l'idée de la symétrie du corps est encore une idée profondément ancrée dans les esprits? C'est simple. Il vous l'explique. Bon, je vais très vite parce que là, vous les connaissez, les images à manipuler. Alors, l'image, c'est un substitut? C'est le vrai corps ou c'est la mise en scène? L'image des statues chez Vézal, cet rapport de retour au statuaire antique dans lequel il va placer les organes génitaux, comme pour ennoblir un sujet dont personne ne parlait trop, et en même temps les proportionner par rapport à la statuaire antique, pour lui, qui est l'idéal des perfections humaines. Et nous sommes bien ici, dans un traité de la Renaissance humaniste. Voilà, bon. L'homme et la statue du Louvre. Et je terminerai par celle-ci. L'art de la mise en scène. Fallait-il vraiment pendre le squelette de cette manière-là? Il explique d'ailleurs pourquoi il le fait, mais parce que cette mise en scène est pour lui un langage nouveau. Vous vous arrêtez sur l'image et donc vous êtes tenté de lire plus en détail l'index.